Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning comme tous les mardis midi côte est des États-Unis. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, on est le média pour les Français basé aux États-Unis depuis plus de 16 ans. Alors, aujourd'hui, on va voir avec nos trois experts quelles sont les opportunités patrimoniales franco-américaines. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aux États-Unis, ce qu'on peut faire en France quand on est résident fiscal aux États-Unis euh, en 2024. Donc, le premier, c'est Jean-Christophe Boisdin. Il est conseiller en gestion de patrimoine associé du groupe Saro et de Business Beyond Border. Le second, ce sera Adrien Hérault, Financial Advisor associé du SA France Financial. Et last but not least, Jean-Philippe Sora, notre associé franco-américain, expert. Bon, les trois sont des habitués des webinaires de French Morning. Voilà, j'espère que vous aurez en tout cas un maximum de réponses à vos questions. Comme d'habitude, vous pouvez lever la main pour poser des questions en audio et vous pouvez aussi écrire vos questions dans le question-réponse juste en bas. Pour les gens qui sont sur LinkedIn, écrivez vos questions, je les vois et je les pose à nos experts à la fin de la présentation. Voilà, je vois que Jean-Christophe a déjà partagé son écran, donc c'est parfait. Jean-Christophe, je te donne la parole. Moi, je reviens vous poser des questions à la fin. Parfait, merci Romain, et merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Juste un petit point d'introduction pour vous dire pourquoi et dans quel état d'esprit nous travaillons ensemble. Nous sommes tous indépendants, nous n'avons pas de lien capitalistique entre nous. Et c'est juste qu'on s'est rencontrés depuis 2016, en ce qui me concerne, à travers une expatriation que j'ai fait aux États-Unis pendant 3 ans, sur l'intérêt de nos clients communs et de nos amis aussi, de la communauté française. Vous travaillez ensemble entre un cabinet américain, un cabinet français et un cabinet de CPA américain, hein, de Massad Consulting Group. Donc avec Massad Consulting Group, avec USA France Financials et en ce qui me concerne en France avec le groupe Saro, eh bien, on travaille ensemble pour essayer de trouver les solutions qui sont éligibles. Alors, les solutions éligibles, il n'y en a pas beaucoup. Et vous le savez, ceux qui êtes branchés, je pense, c'est pour ça que vous cherchez l'information. Euh, Éligibles et aussi éligibles et intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont éligibles qui ne sont pas du tout intéressantes. Il y a des solutions qui sont à la fois éligibles et smart pour les Français US personnes. Et ce que je voulais juste mettre en introduction, c'est que effectivement, tout ce qui va vous être présenté là, pour ma partie, c'est ce que vous pouvez faire donc, en France, avec le cabinet Saro, dont je suis associé depuis 20 ans. Ça permet en fait pour vous d'être compliant, d'être complètement sûr que tout va bien se passer, puisque je passe par les fourches codines du groupe Massat et de Jean-Philippe Sora, notamment, à chaque fois qu'on vous développe des solutions, qu'on fait agréer des solutions pour les Français résidents fiscaux américains. Voilà, la petite introduction à votre disposition pour échanger, bien sûr, ensuite. Je vais juste donc vous détailler plusieurs propositions. Je vais aujourd'hui insister sur deux propositions. La SCPI, la Société civile en placement immobilier, qui est facile en fait à faire pour vous, pour les Français vivant aux États-Unis et qui veulent investir en France ou gérer mieux leur patrimoine en France. Vous avez aussi les obligations immobilières en fonds propres qu'on peut faire lorsqu'elles sont acceptées. Vous avez le compte titre pour les US personnes. Et donc, on peut faire travailler son argent très simplement sur des actions ou sur du cash sur un compte bancaire en France et ne plus avoir son argent qui dort sur des livrets, en fait. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez aussi l'immobilier en général et les groupements fonciers forestiers dont je parlerai en fin d'intervention. Donc, je vais commencer tout de suite par la SCPI. Donc, la SCPI, c'est quoi en fait? Vous investissez dans des immeubles gérés par des sociétés de gestion professionnelles, donc en France. Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir un investissement immobilier en France à partir de 10 000, 20 000, 30 000 dollars ou 30 000 euros. Et cet investissement immobilier, comme en fait on a trouvé les sociétés de gestion qui acceptent les Français US personnes, résidents fiscaux américains, ça vous permet d'avoir effectivement de l'argent qui vous rémunère sous forme de loyer, en fait. Vous ne prenez pas le risque sur les marchés financiers. Donc on va avoir une jambe intéressante là à travailler, qui est de se décorréler des marchés financiers en ayant de la SCPI, ce qu'on appelle de rendement, de l'immobilier de rendement professionnel. Tous les trimestres ou tous les mois, vous touchez vos loyers au prorata
de la part que vous avez dans un immense ensemble qu'on appelle une SCPI, une société civile en placement immobilier. Donc, cette SCPI, elle peut faire 100, 200, 300 millions d'investissements en France dans des immeubles. Ce sont des bureaux, des locaux d'activité, de logistique, par exemple, des commerces. Il y a beaucoup moins de résidentiels, mais c'est vraiment de l'investissement professionnel. Et donc, on en bénéficie avec un tout petit ticket d'entrée. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est la sécurité du placement et l'accessibilité pour, on va dire, à partir de 20 000 à 30 000 euros, on peut tout à fait le faire. Alors ça, ce sont les pourcentages de gains d'une SCPI. Ce n'est pas très performant, mais c'est très sécurisant parce que vous voyez que même à travers différentes crises qu'on a pu connaître, on a toujours été au-dessus des 4% de performance, c'est la colonne en bleu, sur ces SCPI. Alors, deux exemples d'application pour vous. Soit vous avez besoin de percevoir des revenus immédiatement. À ce moment-là, vous investissez dans la SCPI. Vous allez tout de suite toucher des revenus complémentaires immédiats, ce que j'appelle des revenus complémentaires immédiats et sécurisés. Parce que, en fait, sur une SCPI, vous comprenez qu'il fait, par exemple, 300 millions. Même s'il y a une entreprise locataire qui ne paye pas son loyer un trimestre parce qu'elle est plus en difficulté qu'un autre, ça ne va pas changer grand-chose au loyer que les dizaines de milliers de souscripteurs vont percevoir à la fin du trimestre. Et donc, c'est très sécurisant, cette mutualisation du risque en fait locatif. C'est pour ça d'ailleurs que les Français adorent le placement en SCPI. Ça, c'est ce qu'on appelle le placement classique en pleine propriété. Maintenant, et à ce moment-là, je laisserai peut-être Jean-Philippe dire, ou si tu veux intervenir, peut-être comment c'est fiscalisé, Oui, comment est-ce que c'est ouais, ouais, fiscalisé tout pour à les gens. fait. On a une question d'ailleurs. Merci Jean-Christophe. On a une question à ce sujet. Parce que côté américain, qu'est-ce qu'il se passe? Vous le savez très probablement, du moins je l'espère, lorsqu'on détient des actifs étrangers, donc des actifs non américains, au-delà de certains seuils, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, il va falloir déclarer l'ensemble de ces actifs sous peine de pénalité qui généralement sont de 10 000 $. Donc on déclare, on a une obligation de compliance, on va déclarer la détention de ces parts de SCPI. Et que se passe-t-il avec les revenus générés par les SCPI? Eh bien, déjà, il faut se poser la question de la classification de la SCPI. On va avoir deux cas de figure possibles. Très majoritairement, là, je réponds à la question qui a été posée dans le Q&A, les SCPI vont être effectivement considérés comme des PIFIC, tout dépendant des sous-jacents. Euh, et si on est considéré comme un PIFIC, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, on va être taxé sur les revenus générés par la SCPI. Donc ça, c'est une chose. Et il faut remplir un formulaire qui s'appelle 8621. Et en plus, il va falloir quand même faire attention parce que à la vente des parts de la SCPI, si on reste sous le régime ordinaire des PIFIC, on peut avoir une imposition sur la plus-value qui va être assez dommageable puisqu'on va devoir éclater la plus-value réalisée sur le nombre d'années de détention des parts de la SCPI. Mettons, on a réalisé une plus-value de 100, ça fait 5 ans qu'on a les parts. On a une plus-value donc, qui est éclatée sur 5 ans, donc à coût de 20 par année. Et ces 20-là vont être imposés au taux maximum du moment, 37%, plus des intérêts de retard. Donc, ça peut coûter cher. Évidemment, il existe des solutions pour éviter d'avoir ce traitement fiscal tout à fait défavorable. On va pouvoir prendre une option qui va permettre de pallier un peu à ça et de se faire imposer sur la plus-value latente réalisée chaque année sur les parts de SCPI. Ça, ce serait dans le cadre où donc on se fait imposer pardon, sur la plus-value chaque année sur les parts de la SCPI, sur la plus-value latente, euh, mais à son taux ordinaire, pas au taux des capital gains. Ça, c'est un point important. Ça, c'est dans le cas où la SCPI serait considérée comme un PIFIC. On peut avoir des cas qui sont plus rares où la SCPI ne sera pas forcément un PIFIC et donc elle fonctionne de la même manière qu'un fonds immobilier. On a l'équivalent d'un K1 qui est recréé fictivement sur la déclaration. On fait remonter les résultats de la société et puis à la vente, on a un capital gain ou un capital loss. Voilà. Ok. Merci. En fait, de toute façon, c'est très Donc là, important. ouais, Ouais. juste un point, ouais. C'est une réponse qui est un peu généraliste parce qu'il faut aller dans du cas par cas. Donc, si vous avez des questions sur des CPI, n'hésitez pas, des questions qui soient vraiment qui concernent votre portefeuille, n'hésitez pas, vous aurez à la fin du webinaire un,
un QR code sur lequel vous pourrez me contacter et je serai là pour répondre à vos questions. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant consacrer les minutes qui me restent plus à vous parler de cet extraordinaire outil en gestion de patrimoine qu'est la SCPI lorsqu'elle est utilisée en démembrement. En fait, là, vous voyez, par exemple, on avait les 5 000 et quelques euros de gains par an. Ça, c'est lorsque vous placez, par exemple, 100 000 euros sur une SCPI. Voilà, ça vous donne votre loyer indexé, etc., et vos revenus immédiats. Cependant, le deuxième usage de la SCPI qui peut être extrêmement avantageux, notamment dans le cadre d'une expatriation, et notamment lorsqu'on se dit que peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va finir sa vie, soit à la retraite, soit revenir pour la retraite, soit retourner en France, soit finir pour ses vieux jours en France. À ce moment-là, il y a un système qui est extrêmement avantageux, qui est de faire de la SCPI en nue propriété. Donc ça, vous y avez accès, nous pouvons vous donner accès, hein. Je suis à votre disposition après pour vous faire des rendez-vous personnalisés et vous expliquer comment. Simplement, vous n'avez pas besoin de revenus actuellement. Pendant une durée que vous choisissez entre, on va dire, entre 6 ans et 20 ans, même si on peut descendre même à 3 ans si on veut, mais pour des questions notamment de frais sur les produits, etc., il est plus cohérent de faire une durée entre 6 ans et 20 ans sur une SCPI en nue propriété. Et plus tard, donc, vous percevrez les revenus. Alors, c'est quoi un investissement en nue propriété temporaire? C'est que vous allez acheter en fait uniquement une partie, c'est-à-dire 70% par exemple, 80%, d'un tout qu'on appelle la pleine propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant, par exemple, on va prendre l'exemple sur 7 ans, pendant 7 ans, vous n'allez pas toucher les loyers, ça va être l'usufruitier qui va, lui, acheter les 30% autres. Vous allez acheter la nue propriété pour 70%, mettons, de la valeur, et dans 7 ans, vous redeviendrez plein propriétaire. Et à ce moment-là, ce qui est extrêmement avantageux, c'est que ce que vous avez acheté 70% 7 ans avant, vous allez en être propriétaire pour 100% 7 ans plus tard. Et à ce moment-là, vous touchez l'intégralité, bien sûr, des revenus, des loyers, comme si vous étiez propriétaire entièrement de votre immeuble. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a un avantage intéressant par rapport à la fiscalité française. Donc, c'est là où on peut gérer dans le temps. C'est que cette réintégration de l'usufruit dans votre propriété à vous, en tant que nu propriétaire, que vous avez au bout de 6 ans, 7 ans, c'est vous qui choisissez la durée. Et je peux vous avoir toutes les durées entre 3 et 20 ans. En fait, cette réintégration se fait sans frais en France. Donc, supposons que vous soyez revenu après avoir fait votre carrière aux États-Unis, après avoir fait quelques années aux États-Unis, lorsque vous êtes de nouveau de plein droit résident fiscal français, eh bien, c'est un cadeau fiscal de l'État français qui n'est pas une niche fiscale, hein, c'est du droit commun. Ce ne sera pas remis en cause. C'est du démembrement de propriété notarié. Donc, ce n'est pas remis en cause par un tel ou tel gouvernement. Et donc, l'avantage, c'est que vous voyez, par exemple, sur 10 ans, j'avais un barème à 64% à l'achat. Eh bien, les 36% de gains que vous allez faire, ils ne vont pas être fiscalisés à la sortie. Ça, c'est de la nue propriété. Et vous avez donc un barème. Là, j'ai pris sur un exemple de barème, hein. C'est un barème fiscal, hein, qui est sur le démembrement de propriété d'une des sociétés de gestion avec lesquelles on peut travailler sur les US personnes très facilement. Par exemple, sur 10 ans, vous achetez à 65%, 65,5% du prix. 10 ans plus tard, vous aurez 100%. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'à la sortie, vous pouvez soit conserver les parts et toucher des revenus pour justement votre retraite complémentaire, par exemple, ou pour payer les études des enfants, ou pour rembourser des crédits pour les études des enfants. Par exemple, si vous restez aux États-Unis, vous pouvez décider d'être plein propriétaire dans quelques années lorsque vous devrez rembourser des crédits étudiants pour les études supérieures aux États-Unis qui coûtent très cher. Ceci n'est qu'un exemple. Le revenu complémentaire pour la retraite en France, bien sûr. Soit vous pouvez revendre les parts et disposer d'un capital qui aurait été protégé contre l'inflation pendant la période. Et puis aussi, vous pouvez optimiser la transmission de votre patrimoine à vos enfants. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez continuer à conserver vos parts, mais cette fois-ci, vous allez faire une donation à vos enfants de la nue propriété après quelques années. Je vous ai résumé le schéma. Euh, c'est ce que j'ai appelé les 3 étages de la fusée. En fait, vous faites pendant, par exemple, une dizaine d'années de la nue propriété
en plaçant une partie de vos actifs en France dans une SCPI. Ça vous sécurise, c'est indexé sur l'inflation. Donc, vous allez avoir quelque chose de sécuritaire au niveau patrimonial qui va vous garantir d'avoir un capital au bout de 10 ans et vous enrichir votre patrimoine. Mais sans toucher de revenus, pas besoin du coup de faire de déclaration particulière. Vous êtes en nue propriété en France. Donc, vous ne touchez pas de revenus. Donc, c'est très pratique. Deuxième étage de la fusée, par exemple, vous revenez en France pendant 10 ans, les 10 ans suivants, vous avez besoin de revenus. Pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Vous avez besoin de toucher des revenus complémentaires en plus de vos revenus habituels, complément de retraite, complément de revenus, etc. Vous allez automatiquement, à la fin de la nue propriété, vous êtes automatiquement plein propriétaire. Vous n'avez rien à faire. Si vous ne faites rien, vous êtes plein propriétaire. Le mois suivant, le fait que vous soyez devenu plein propriétaire, vous touchez vos revenus. Vous faites ça pendant quelques années et ensuite, vous pouvez de nouveau, lorsque vous êtes plus âgé, faire une donation de l'usufruit à vos enfants, par exemple, ou à vos héritiers. Vous conservez, vous allez donner pardon, la nue propriété à vos enfants. Si vous donnez la nue propriété et que vous conservez l'usufruit, eh bien, vous allez conserver les loyers, vous allez conserver les revenus. Et vous allez commencer à transmettre votre patrimoine à vos enfants en pouvant en plus ciseler la part que vous transmettez à vos enfants. Donc ça, c'est et en pouvant équilibrer les transmissions que vous faites. Donc c'est un outil très puissant dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je pense que c'est le deuxième outil, après, c'est le compte titre ordinaire, bien sûr, qui est complémentaire. Donc, le compte titre, Juste, je me permets, oui, excuse-moi Jean-Christophe, je me permets juste un petit point sur oui, euh, la nue SCPI, propriété. oui, Une question qui est souvent posée, vous avez la nue propriété des parts, vous récupérez l'usufruit et vous vendez ces parts. Vous êtes encore aux États-Unis ou sinon vous êtes américain, green card, qui habitez à l'étranger. Que se passe-t-il? Côté américain, eh bien, ça va être, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Je simplifie les choses. Vous avez le prix de vente qui va être converti au taux du jour de la vente, ou moins les frais liés à la vente, auquel on va soustraire la valeur d'acquisition de la nue propriété. Voilà, converti au taux du jour d'acquisition. Et le montant qu'on va obtenir va être taxé comme du capital gain. Voilà. Et pour les sujets de transmission patrimoniale que tu as levés, aux États-Unis, on va pouvoir s'arrimer sur la France, bien sûr. Enfin, il y aura pas potentiellement, il y aura des déclarations à faire, mais pas forcément de fiscalité associée. Voilà. c'est ça, Encore une fois, tout dépend des situations. c'est ça, Mais on peut avoir des schémas qui seraient similaires au schéma français, ou c'est du ça. moins s'en rapprocher énormément. Et donc, l'intérêt en étant bien suivi et bien conseillé, notamment pour vos déclarations fiscales, hein, c'est que vous pouvez faire des économies substantielles pour votre gestion familiale entre générations, également en termes de succession et de donation. Et ça, je vous encourage donc à faire les rendez-vous qu'il faut après nos webconférences avec Jean-Philippe, hein. Et avec moi, bien sûr, pour la partie française. Et ensuite, je voulais juste vous citer rapidement, pour pas trop mordre sur mes partenaires, sur l'autre solution qui est tout à fait complémentaire, qui est le compte titre en France. On a le droit, effectivement, en France, alors on ne le sait pas forcément parce que les banquiers français, les assureurs français ne font pas trop de publicité dessus, mais donc nous avons les solutions pour faire en gestion privée du compte titre à partir de 50 000 euros. Donc là, c'est vraiment différent, hein. On ne part pas forcément sur des durées aussi longues. On veut faire travailler, comme on fait travailler son argent aux États-Unis, on aimerait bien que l'argent travaille en France autrement que sur des livrets, quoi, hein. Et donc, on a, nous, un partenariat, on a réussi à monter un partenariat avec une société de gestion, de mandat de gestion, de vrais gérants de fonds, qui vous permettent à partir de non plus 500 000, mais 50 000 euros, de faire travailler vos placements sur vos comptes bancaires en France sur un compte titre. Et donc, à votre disposition après pour personnaliser les rendez-vous. Mais sachez que c'est avec donc Crédit Agricole Titres, qui est la banque dépositaire, hein. À chaque fois, de toute façon, vous êtes chez un grand banquier, chez un grand assureur, chez une très grande société de gestion sur les solutions qui vous sont proposées dans nos cadres, hein. Évidemment, tout est parfaitement sécurisé. Et surtout, au niveau réglementaire et compliance, c'est un lourd travail que nous faisons pour vous, de façon à ce que vous soyez tranquille. L'avantage de ces solutions, c'est que vous pouvez les gérer de chez vous aux États-Unis, à distance, avec des codes Internet, et vous avez votre conseiller en France qui est toujours à votre disposition aussi. Je serai toujours à votre disposition pour vous aiguiller et vous conseiller et vous mettre en relation. Donc, à titre d'exemple, là, les dernières années, sur un mandat de gestion, en compte titre, vous voyez, on fait entre 7 et 10 par an. Il faut compter en performance. Voilà.
à comparer à 2, 3, 4% qu'on a sur nos comptes français sur ce qu'on veut bien nous laisser faire lorsque nous sommes US personnes. Voilà, je veux pas trop mordre. Sachez Je qu'il y me a permets d'autres juste un possibilités. petit, Oui. excuse-moi, Jean-Christophe, sur Allez-y. les comptes titres, faire très attention. Attention, c'est pas pour décourager les comptes titres du tout, parce qu'on peut investir sur les comptes titres sans avoir d'impact fiscal négatif côté US. On s'attend évidemment, lorsqu'on vend des titres, à payer des impôts sur le capital gain, et ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas tomber dans le cadre du PIFIC, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, où si les titres que vous possédez étaient considérés comme des PIFIC, à ce moment-là, on reviendrait sur ce que j'ai dit sur les SCPI, c'est-à-dire on éclaterait la plus-value sur le nombre d'années de détention, on se ferait taxer au taux maximum, en ce moment c'est 37%, avec des intérêts de retard. Quand est-ce qu'on va tomber dans le PIFIC? Lorsqu'on va acheter des parts de fonds, comme on propose la majorité des banques. Si on achète un titre tels que le classique Air Liquide qu'on retrouve dans tous les portefeuilles français ou quasiment tous, à ce moment-là, ça va. C'est une action qui est euh, tangible, c'est-à-dire qu'il y a une réelle activité derrière l'action Air Liquide. Et à ce moment-là, on va retrouver le même traitement qu'un traitement d'une action qu'on achèterait sur un brokerage au compte américain. Donc ça, c'est très important à faire attention aux titres qu'on va acheter lorsqu'on va ouvrir un compte titre en France. Et juste pour compléter, Jean-Philippe, et je te remercie de Oui. ces précisions très, très précieuses. Évidemment, parce que j'ai oublié, je vais aller un peu vite, donc j'ai oublié de vous préciser que évidemment, enfin, c'est pas si évident que ça, nous avons monté le produit, il est dédié sur la spécificité US personne. Donc en fait, le produit, nous, en fait, fait en sorte que à l'intérieur du compte titre, on va faire attention que tout soit complètement compliant. En gros, soit que vous le fassiez en gestion libre vous-même, soit que vous le fassiez avec le mandat de gestion, avec la société de gestion et un gérant, ce que je vous recommande, hein. Le gérant, lui, il sait, la société de gestion sait qu'elle ne peut prendre que des titres vifs ou laisser le reste en monétaire en cash. Et donc, ça va vous optimiser effectivement et ça va vous nettoyer vos comptes titres, y compris si vous avez par exemple des comptes titres en France déjà. On peut le transférer, le compte titre, pour en faire un compte titre propre et US compliance, si je puis dire, US person compliance. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Et on peut transférer des comptes titres en France pour ceux qui ont déjà des comptes titres, ou on peut en tout cas utiliser l'argent placé sur ces comptes bancaires pour ouvrir un compte titre. On a fait vraiment baisser le ticket d'entrée au plus bas possible, à 50 000 euros. Voilà, merci de votre attention. Adrien, j'espère que j'ai pas trop mordu sur mon temps. Non, pas de souci. C'est C'était. pas trop mal niveau timing. Euh, je pense que tu peux passer sur un autre partage d'écran du coup. Ouais. Hop là, allons-y. Tac, tac. On a pas mal de questions, on va les prendre à la fin de la présentation. Là, on va rester sur le même format qu'avec Jean-Christophe. Donc, Adrien va nous présenter des opportunités et puis Jean-Philippe pourra les commenter. C'est parti. Parfait, bah, bonjour à tous. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui, hein. Merci à Jean-Christophe pour cette première présentation très instructive. Alors nous, USA France Financial, hein, on a un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis, hein. Donc on s'occupe de toute la partie placement, investissement pour les personnes ici aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire ma présentation avec Jean-Philippe de Massad Consulting Group. Comment est-ce que ça va se passer en termes de sommaire? Alors, on va commencer par faire un point sur la fiscalité. C'est important. Notion de résidence fiscale, c'est des questions qu'on a énormément, hein. Donc, je voulais que Jean-Philippe y réponde aujourd'hui. Également, la notion de double imposition entre la France et les États-Unis. Comment essayer de l'éliminer du mieux possible. Ensuite, je rentrerai dans les détails de la planification patrimoniale. On parlera d'actifs défensifs, d'actifs de croissance, hein. L'idée, c'est de vous présenter toutes vos opportunités au sein de chacune de ces catégories. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Philippe, hein, pour cette première partie, fiscalité. Parfait, merci Adrien. Donc bonjour à tous. C'est vrai que je suis intervenu dans la présentation de Jean-Christophe, mais je ne me suis pas présenté. Donc je suis Jean-Philippe Sora,
CPA et expert comptable. En fait, je suis associé du groupe Massat. Nous avons des cabinets à New York, Miami, Mexico, Montréal où je suis en ce moment et Toulouse en France. Et nous accompagnons les entreprises et les particuliers qui se développent sur l'Amérique du Nord. Et donc, notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les particuliers, beaucoup de questions fiscales, beaucoup d'enjeux fiscaux. On l'a vu avec la présentation de Jean-Christophe tout à l'heure, on a des produits français qui doivent parfois être adaptés aux spécificités fiscales américaines pour ne pas subir de fiscalité trop lourde, voire punitive par les États-Unis. Donc maintenant, je vais vous parler de la notion de résidence fiscale, qui est une notion à appréhender de manière extrêmement précise. Parce que souvent, comme l'a dit Adrien, on a beaucoup de questions, mais souvent, j'entends, ah mais moi je ne suis pas résident fiscal français ou pas résident fiscal américain. Ah mais sur quel fait? Ben, parce que je l'ai décidé. Non, la résidence fiscale, ce n'est pas c'est un choix dans les faits, mais ce n'est pas vous qui décidez si, alors que vous avez habité aux États-Unis, de vous dire, bon ben alors, je décide que cette année je suis résident fiscal français. Il y a des faits, il y a des règles à respecter pour ça, notamment pour les États-Unis, des règles qui sont un peu particulières, parce qu'en général, on va penser à la règle des 183 jours, où on se dit, bon, bah, beaucoup de monde a ça en tête, hein, je passe 183 jours dans un pays, donc j'en suis résident fiscal, 183 jours par an évidemment, j'en suis résident ou résidente fiscale. Et si c'est moins, bah, je ne suis pas résident. Bah, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a d'autres critères. Il y a le critère des intérêts économiques et des intérêts familiaux. Et des critères qui sont aussi très précis, posés par la loi. Aux États-Unis, c'est très clair. Vous êtes américain, américaine ou green card, vous devrez, comme vous l'avez certainement lu, déclarer à vie ou tout le temps de détention de la green card aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que vous en êtes résident fiscaux? Pas forcément, parce que si vous habitez en France en tant qu'Américain ou green card, n'êtes pas résident fisco-américain, vous avez des obligations fiscales américaines, comme un Américain résident fiscal, mais vous êtes résident fiscal français. Ok, donc vous avez aussi des obligations fiscales en France. Et le dernier critère, qui est souvent le plus mal appréhendé, ça va être le Substantial Presence Test. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? En fait, on compte les 183 jours, certes, mais à la sauce américaine. On va revenir pour ces 183 jours sur 3 ans. Donc, on va prendre un jour de l'année n égale un jour de l'année n-1 égale un tiers de jour, et un jour de l'année n-2 égale un sixième de jour. Si en faisant la somme de tout ça, et qu'en plus, pendant l'année, vous avez passé au moins 30 jours sur le territoire américain, alors vous êtes de fait considéré comme résident fiscaux américain et vous avez l'obligation de remplir, de déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux avec des jeux de crédit d'impôt comme on va le voir. Et là, surtout, très très important, l'ensemble de vos actifs financiers étrangers, ou d'ailleurs pas que financiers. Si vous avez des parts de société, elles seront à déclarer aussi. C'est extrêmement important. Je sais que j'insiste beaucoup sur chaque webinaire et je vais le refaire encore une fois. Désolé Adrien, Jean-Christophe et Romain ou ceux qui m'ont déjà écouté, mais je le refais parce que c'était extrêmement important, parce que les pénalités peuvent être très conséquentes. Donc le point, je vais essayer d'être bref. Lorsque vous avez des actifs financiers dont le cumul à n'importe quel moment de l'année dépasse 10 000 dollars, à ce moment-là, vous devez tous les déclarer. Qu'est-ce qu'on comprend par actif financier? Donc, on va comprendre des checking, des savings, les PEL, les PEA, les assurances-vie, tout ce à quoi vous pouvez penser qui est hébergé par une institution financière. On doit tout déclarer. Même un compte sur lequel il n'y aurait rien. Du moment qu'il est ouvert et à votre nom, il doit être déclaré. On déclare aussi tous les comptes pour le calcul de ces 10 000 dollars. On prend aussi en considération les comptes sur lesquels vous avez signature. Si vous êtes actionnaire d'une société, vous avez signature sur le compte, alors on va déclarer ce compte-là. Vous avez signature sur le compte de vos enfants, on va le déclarer. Le seuil des 10 000, comment est-ce qu'on le calcule? C'est très simple, je vais prendre un exemple, je prends toujours le même. Vous avez deux comptes bancaires sur lesquels, sur chacun, quasiment toute l'année, il y a l'équivalent de 1 dollar. OK? Sauf que sur le premier compte, au mois de mars, vous recevez un virement de 9 000 dollars, l'équivalent de 9 000 dollars. Ce sont des comptes qui sont en France, hein, ou ailleurs, hors des États-Unis.
Vous recevez 9 000. Le lendemain, vous les virez à quelqu'un d'autre. On a eu un pic à 9 000 et vous retombez à 1 $. Sur le deuxième compte, vous recevez en novembre 2 000 $, enfin, équivalent 2 000 $. Le lendemain, vous les virez à quelqu'un d'autre. On a eu un pic à 2 000 $. 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000. On déclare les deux comptes. Sinon, les pénalités sont de 10 000 $ par année. Alors avant 2023, c'était 10 000 $ par compte par an. Maintenant, c'est 10 000 $ pour le formulaire au complet. C'est le FBAR, FinCEN 114. Donc, absolument à y penser. On peut avoir une autre obligation liée à ces actifs-là, qui est un formulaire qui s'appelle le 8938. Je ne vais pas vous dérouler tous les formulaires. Les seuils sont différents, sont plus élevés, avec un risque de pénalité toujours de 10 000 $. Lorsque vous avez des parts de sociétés étrangères, de sociétés françaises, on peut penser notamment à des SCI ou des SARL, des SAS, enfin, toutes les sociétés qu'on peut connaître. Lorsque vous avez plus de 10%, alors à ce moment-là, vous êtes très probablement sujet à une autre obligation, qui est la retranscription des états financiers de la société sur votre déclaration personnelle. Et comme vous l'aurez compris, si ça n'est pas rempli, c'est à nouveau 10 000 $ de pénalité. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas affolé, enfin que je n'ai affolé personne. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas, vous aurez mon QR code qui vous permettra de prendre rendez-vous. Euh, Tant qu'on est sur la fiscalité, rapidement, Adrien, je vais juste parler de l'élimination de la double imposition parce que c'est important, ce sont des questions qui reviennent très fréquemment. Heureusement, fort heureusement, il y a des conventions fiscales, enfin, il y a une convention fiscale entre la France et les États-Unis pour réduire ou éliminer la double imposition. Le cas classique qu'on va rencontrer, c'est une personne qui est aux États-Unis, qui a acheté un appartement en France, elle le met en location, et on me dit parfois, ben, je ne déclare pas les revenus aux États-Unis. Détrompez-vous, évidemment, vous devez les déclarer, non seulement aux États-Unis, mais aussi, évidemment, en France en tant que non-résident, avec la fiscalité qui va y être applicable. Côté américain, vous déclarez ces revenus fonciers et on va demander un crédit à la sauce américaine, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui auront été payés pour ne pas être imposés deux fois. Alors ça marche au niveau fédéral, mais au niveau state, eh bien, tout dépend. Tout dépend des États. New York, par exemple, ne reconnaît pas les impôts payés dans un autre pays. Dans un autre État, oui, mais pas dans un autre pays. Donc là, on peut avoir un petit risque de double imposition. Sur les revenus fonciers, toutefois, pas trop d'inquiétude parce que côté américain, on va amortir les biens. Donc en gros, on va pratiquer le LMNP qu'on peut connaître en France, on va le pratiquer d'office aux États-Unis. Et si les biens sont loués depuis 2018, on va pouvoir les amortir sur 30 ans. Euh, voilà, donc je ne rentre pas dans tout le détail parce que la présentation serait trop longue. Si je continue un peu sur juste intérêts et dividendes, là, si vous percevez des intérêts ou des dividendes de France, par exemple, en France, vous allez avoir une retenue à la source qui va varier, un retenue à la source impôt sur le revenu qui va varier entre 5 et 15%, qui vous donnera toujours droit à un crédit d'impôt au niveau fédéral américain. Sur les salaires, là, il y a un point qui est important. Parfois, on me dit, bah, je reçois un salaire français, donc il est de source française, c'est la France qui va l'imposer en premier. Bah, en fait, c'est pas forcément vrai. Si le salaire est versé depuis la France par une entreprise française alors que vous travaillez aux États-Unis, ce salaire-là est de source américaine. Il est payé par la France, mais il est de source américaine parce que la valeur a été produite aux États-Unis, le travail a été fait aux États-Unis. Donc ce sont les États-Unis qui auront la priorité d'imposition. Après, reste à voir si la France doit aussi vous imposer. Et pour la retraite, là, c'est super. Euh, la retraite n'est imposable que dans son pays source. C'est-à-dire que vous touchez une retraite française, les États-Unis n'ont pas le droit de vous imposer dessus, et vous touchez une retraite américaine, alors que vous êtes en France, la France ne vous impose pas dessus, mais la France va l'intégrer dans votre base imposable. Un impôt va être calculé là-dessus, un impôt français, et elle va vous donner un crédit d'impôt équivalent à l'impôt qu'elle a elle-même calculé. Donc l'effet de la retraite étrangère touché alors qu'on va être résident fiscaux français, par exemple, va être d'augmenter votre taux moyen sur l'ensemble de vos autres revenus. Voilà, c'était très rapide, très bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Parfait, merci Jean-Philippe, c'était important, hein. J'espère qu'on a pu apporter des réponses à la plupart d'entre vous. Mais avant de parler de stratégie patrimoniale, c'est important de connaître la fiscalité, dans quel pays je vais être fiscalisé, hein, les options aussi. Jean-Christophe, tout à l'heure, nous a présenté
les options dans lesquelles on peut investir en France. Et c'est une bonne transition. On va pouvoir passer maintenant sur la partie américaine. Alors, avant de rentrer dans le détail des options, je voudrais faire un petit flashback et revenir sur stratégie patrimoniale. Qu'est-ce que c'est? Parce que généralement, quand on rencontre des clients, ils disent bah, c'est bien, une stratégie patrimoniale, mais c'est quoi? Ben, il faut savoir que dans une gestion de patrimoine, on a 5 classes d'actifs, de façon générale. On peut en avoir plus, mais dans 90% des cas, hein, c'est ce qu'on rencontre. Ces 5 classes d'actifs, elles sont divisées en deux. D'un côté, j'ai mes actifs défensifs, qui sont représentés ici par le cash et le fonds d'opportunité. Leur rôle, il est simple, hein, il est dans le titre, c'est d'offrir des rendements qui sont non corrélés au marché financier et immobilier, donc des rendements qui sont réguliers, hein, peu importe où se trouve le marché financier, peu importe où se trouve le marché immobilier, hein, sur ces catégories, j'ai des rendements qui sont garantis tous les ans. Hein, leur rôle, c'est d'apporter de la protection au sein de ma stratégie patrimoniale, au-delà de la croissance continue. Deuxième partie d'actifs, hein, actifs de croissance. Ici, c'est la catégorie un peu plus sexy. On va chercher du rendement. Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure. Sur les comptes titres, on va avoir du 7, 8% de rendement. L'immobilier, on va essayer de s'en rapprocher. La retraite, elle est placée sur les marchés financiers ici aux États-Unis. Donc, on va essayer de se rapprocher de ces rendements aussi. Le rôle de cette catégorie, c'est vraiment la croissance, venir créer de la richesse. Alors, une question qu'on me pose ici, souvent, c'est de me dire bah, ok, merci Adrien pour cette présentation, mais moi j'ai un profil plutôt offensif. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir tous ces actifs défensifs au sein de ma stratégie patrimoniale? Ou alors à l'inverse, les personnes qui sont extrêmement conservateurs et qui me disent bah, je comprends l'intérêt des marchés financiers, je comprends l'intérêt de placer l'argent de la retraite sur les marchés, mais je suis extrêmement conservateur et je ne suis pas sûr que ça marche. Est-ce que cette stratégie, elle est optimale? Bah, est-ce que j'ai le droit de le faire? La réponse, oui, bien sûr, on a le droit de le faire. Est-ce que c'est optimal? Non. Hein, pourquoi j'aime bien, pour répondre à ces questions, sortir de la planification financière et rentrer dans un tout autre sujet qui est le management d'équipe, hein, particulièrement d'équipe de foot. Si on rentre dans la peau de Didier Deschamps lorsqu'il est arrivé pour la Coupe du Monde, et on le sait, il avait à sa disposition les meilleurs attaquants qu'il pouvait avoir. Alors, il aurait très bien pu se dire, bah, moi, je vais prendre un risque énorme, je vais mettre un goal que des attaquants. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, je vais marquer tellement de buts que je vais gagner la Coupe du Monde. Oui, je vais en prendre 2-3, mais par contre, j'ai les meilleurs attaquants et ça va me permettre de gagner. Est-ce qu'on a déjà vu cette stratégie une fois dans l'histoire du foot? Comment on fait un gestionnaire d'équipe de foot? Eh bien, tout simplement, il va regarder toutes les équipes qu'il va pouvoir rencontrer. Au sein de ces équipes-là, quelles sont les performances de chacun des joueurs? Et en fonction de chacune des performances historiques de chaque équipe et de chaque joueur et de chaque entraîneur, il va aller construire son équipe avec des milieux, avec de la défense, avec de l'attaque, pour aller gagner la Coupe du Monde. Bah, la gestion d'actifs, c'est pareil, c'est relativement similaire. L'objectif, quand je construis ma stratégie patrimoniale, hein, c'est d'avoir chacune de ces classes d'actifs, mais de personnaliser mes placements au sein de chacune de ces catégories en fonction de ma tolérance au risque, de mon objectif pour la retraite hein, et de mes objectifs de façon plus générale. Le but d'une stratégie patrimoniale extrêmement diversifiée, hein, ce n'est pas simplement de réduire le risque, mais c'est surtout, et c'est ça qui est extrêmement important que j'ai mis en haut, c'est d'augmenter fortement le potentiel de réussite de votre stratégie financière. Aujourd'hui, ensemble, on va regarder côté US, quelles sont vos opportunités au sein de chacune de ces 5 catégories. La première, c'est l'épargne liquide. L'épargne liquide, hein, qu'on appelle le cash, c'est mon parachute. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai du cash à ma disposition, je peux sortir de l'argent. J'ai chaudière qui casse, j'ai des problèmes de voiture, j'ai des problèmes de santé. Il me faut ce parachute. Par contre, le problème de ce parachute, et aujourd'hui, on est un peu gâté par les rendements entre guillemets, que propose l'épargne liquide, si on a des high yield savings, etc. Hein, mais historiquement, le problème de ce type d'investissement, bah, c'est les rendements. Hein, des rendements qui sont faibles et qui sont plus faibles que l'inflation. En moyenne, sur les 20 dernières années, on est à 2,5% par an. 2,5% par an d'inflation, ce n'est pas les rendements qu'ont proposé ce type de compte qui sont plus vers 1%. Donc ici, quel est l'impact? Et j'aime bien prendre cet exemple-là. Prendre l'exemple d'une personne qui, en 1982, avait 50 000 $ en cash. Cette personne-là, 23 ans plus tard, eh l'impact de l'inflation dont on vient de parler, qui peut paraître faible, 2,5, ça peut paraître extrêmement faible,
Mais si on regarde 23 ans plus tard, en 2005, pour avoir le même style de vie, il lui faut 106 050 $. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que son épargne ait plus que doublé, et pas pour qu'il puisse aller se faire plaisir, voyager, etc., simplement pour qu'il puisse continuer le même style de vie. Donc, l'épargne liquide, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est mon parachute. Si jamais il m'arrive quelque chose, ça me permet d'avoir du cash disponible pour réagir. Mais trop en avoir dans sa stratégie patrimoniale, c'est problématique, puisque ça vient impacter ma croissance. Nous, ce qu'on recommande, c'est à peu près 12 mois d'épargne liquide de cash à disposition, investi. Alors, Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure, enfin, Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure côté français, les comptes sur livret, alors, ça ne rapporte pas grand-chose, mais c'est liquide, on est à 2, 3, 4%, c'est mieux que zéro. Et côté US, on va aller voir les high yield saving accounts. High yield saving account, on est un peu plus haut, on est autour des 4, 5% à l'heure actuelle. Pour mes 12 mois de dépenses, c'est essentiel de mettre ça en place. Attention à ne pas en avoir trop. Alors, généralement, les personnes me disent, OK, Adrien, mais du coup, mais sur les marchés, c'est votre recommandation. Et la réponse, c'est non. Je vais garder ce que j'aime appeler un fonds d'opportunité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je l'ai dit, dans mes actifs défensifs, ils vont grandir peu importe ce qui se passe sur les marchés financiers et immobiliers. Et l'intérêt de mon fonds d'opportunité, ce que je vais lui demander, ses caractéristiques, c'est qu'il ait une croissance continue, on vient d'en parler, mais surtout une croissance supérieure à l'inflation. Pourquoi? Parce que maintenant, ce fonds-là, comme il a des rendements qui ne sont pas corrélés au marché financier, comme il a des rendements qui ne sont pas corrélés au marché immobilier, une baisse des marchés financiers ou une baisse des marchés immobiliers, ce n'est plus une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle et c'est aussi une période d'opportunité pour moi. Pourquoi? Parce que grâce à ce fonds qui a grandi en dehors de ces marchés financiers et de ces marchés immobiliers, eh bien, j'ai maintenant une poche de liquidité qui n'a pas perdu en pouvoir d'achat à cause de l'inflation et qui permet de me positionner. Donc, pendant la période de construction, comme j'ai initié à l'écran, je conserve de la liquidité pour mes périodes d'opportunité. Pendant la période de distribution, concrètement, c'est la retraite, dans la plupart des cas, je vais pouvoir générer des revenus pendant ces périodes de baisse sans impacter mes revenus futurs, comme si, par exemple, je m'étais placé uniquement sur le marché financier. Où là, une période de baisse des marchés financiers pendant la retraite, si je suis obligé de retirer, aura un impact terrible sur mes revenus. Quelles sont mes options pour son opportunité? La meilleure, c'est la Cash Value Life Insurance. Pourquoi? On va le revoir ensemble. Premièrement, elle a des avantages fiscaux extrêmement intéressants. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire grandir mon épargne à des rendements supérieurs à l'inflation, mais également pouvoir utiliser cette épargne de façon complètement défiscalisée, capital et intérêt. Et pendant la période de croissance, je n'ai pas à payer d'impôts chaque année sur les revenus générés au sein de mon contrat. Deuxième point, j'en ai parlé, elle a une croissance garantie. J'ai une croissance qui me permet d'aller générer entre 4 et 5% de rendement sur le moyen long terme. Excuse-moi, Adrien, je me permets d'intervenir là sur l'assurance vie, enfin, sur la cash value life insurance, parce que souvent on va la comparer à une assurance vie française, ce qui n'est pas du tout le cas, ce ne sont pas des outils comparables. Juste un point sur l'assurance vie française, très important, à laquelle sont attachés les Français, ce qui est normal, parce qu'en France c'est un outil de gestion patrimoniale. Il faut savoir que lorsqu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, l'assurance vie française n'est pas considérée comme une assurance vie par le fisc américain, puisqu'il n'y a pas de notion d'assurance. Donc, en fait, elle va être taxée et potentiellement très lourdement. Pourquoi? Parce que soit on va la considérer, la traiter de la même manière qu'un PIFIC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour les CPI plutôt, et les comptes titres, soit on va s'imposer de manière volontaire tous les ans sur le plus élevé entre la prise de valeur du contrat ou le rendement réel de l'assurance. D'accord? Donc, dans tous les cas, on va se faire imposer. Et on se fait imposer au même titre que les revenus ordinaires. Donc, à votre taux marginal du moment. Voilà. Euh, et évidemment, on va déclarer cette assurance vie sur le FBAR et potentiellement 89,38 ou 86,21. Voilà, c'était le petit point comparaison assurance vie. Tout à fait. Merci Jean-Philippe d'avoir abordé ce point, parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent. Mais j'ai déjà une assurance vie française. Est-ce que je peux le considérer comme mon fonds d'opportunité?
Si vous étiez en France sans attache avec les États-Unis, c'est-à-dire sans carte verte et sans nationalité américaine, pourquoi pas? Malheureusement, si vous êtes aux États-Unis, hein, comme l'a dit Jean-Philippe, ça ne fonctionnera pas. En plus, le produit américain est généralement plus performant. Dernier point intéressant sur ce produit américain, sur ma cash value life insurance, c'est que je vais pouvoir utiliser le nantissement. Hein, le nantissement, ça me permet de collatéraliser mes actifs au sein de mon contrat pour aller profiter des opportunités dont je parlais tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne? C'est des grands mots, on va essayer de simplifier le contexte. On va essayer de simplifier la chose. Alors, je vais prendre mon épargne et je vais la transférer dans ma cash value life insurance. Donc, mes savings, hein, au-delà de 12 mois, je les mets dans ma cash value life insurance. Maintenant, j'ai une opportunité en immobilier qui se présente. Comment est-ce que j'utilise le nantissement? Et bien, tout simplement, le nantissement va me permettre de laisser mon épargne investie au sein de ma cash value life insurance, au rendement dont je parlais tout à l'heure, 4 à 5 mais je vais avoir la possibilité de donner en garantie cette épargne que j'ai au sein de mon contrat pour obtenir une ligne de crédit correspondante au montant de ma cash value life insurance. Ça va me permettre d'utiliser un dollar 2 fois. Pourquoi? Parce que mon dollar reste investi, continue de grandir au sein de ma cash value life insurance, mais grâce à ce nantissement, grâce à cette ligne de crédit que j'obtiens en mettant en garantie ma cash value life insurance, eh bien, je vais pouvoir faire un second investissement, me placer sur le marché immobilier. Donc, aller optimiser la partie croissance grâce à cet outil. On va voir un exemple pour apporter un peu de concret. Mettons que j'ai pris un exemple, un investissement classique en immobilier, 345 000 dollars, je dois mettre un apport de 20%, 70 000 dollars, je finance 80% par la banque, j'ai mes loyers, l'objectif il est simple, c'est que mes loyers viennent rembourser mon crédit, moi j'ai amené 70 000 dollars, et dans 30 ans, si on fait un prêt sur 30 ans, eh bien j'ai 345 000 dollars. La problématique c'est quoi? C'est que si j'avais laissé ces 70 000 dollars sur ma cash value life insurance grandir à 4%, eh bien, en 15 ans, il se serait transformé en 126 000 dollars. En 30 ans, en 227 000 dollars. C'est 140% de plus que 70 000. Si généralement les gens me disent, OK, merci rien, mais j'ai bien fait de faire l'achat immobilier parce que j'ai 345 000 et ici j'ai 227 000. Et non, la beauté du nantissement, c'est que je vais pouvoir avoir les deux. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'amener mon apport, de sortir mon cash, eh bien, je vais le laisser grandir, comme je dis, au sein de ma cash value life insurance. Je vais avoir cette fameuse ligne de crédit qui va pouvoir me permettre de faire mon apport. Je vais financer les 80% restants par la banque, même concept. Et à la fin de mes 30 ans, j'aurai quoi? Et si tout s'est bien passé au niveau des loyers, j'aurai à la fois mon bien immobilier, plus le cash sur ma cash value life insurance. Donc ici, ce qui est important de retenir sur ce fonds d'opportunité, c'est que non seulement il faut un fonds qui grandit au-delà de l'inflation, un fonds qui a une croissance qui n'est pas corrélée au marché financier et immobilier, mais si en plus de ça, j'ai la possibilité de le collatéraliser, d'utiliser le nantissement, je vais décupler les rendements de ma stratégie patrimoniale. Alors, généralement, quand j'arrive ici, les gens me disent c'est très bien, mais en termes de répartition, est-ce que je mets 100% de mes actifs là-dedans? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, les rendements, même s'ils sont bons, ils sont plus faibles que les actifs de croissance. Si je ne veux pas impacter, encore une fois, ma croissance patrimoniale, généralement, on recommande entre 20 et 30% de son patrimoine en cash value life insurance, 12 mois en épargne liquide, et le reste va être diversifié sur les marchés financiers, sur l'immobilier et sur la partie retraite. Adrien, peut-être juste à ce moment-là de ta présentation, est-ce que tu peux nous dire, parce que j'ai déjà eu des questions, puis on a déjà échangé là-dessus, par rapport à la diversification transatlantique, justement, des Français vivant aux États-Unis ayant une assurance vie américaine, est-ce que donc on pourrait faire, comme on fait en France, on fait de l'investissement immobilier à crédit, les SCPI étant de l'immobilier, les banques françaises reconnaissent le côté immobilier de la SCPI et donc financent à crédit l'achat de SCPI. Le problème, c'est quand on est US personne, tout de suite, c'est plus compliqué d'obtenir un crédit, etc. Est-ce que un Français vivant aux États-Unis ayant une cash value life insurance
on pourrait lui financer donc l'investissement en part de SCPI avec un nantissement sur son contrat américain. Bien C'est sûr. envisageable. Et donc l'immobilier pourrait être diversifié entre la France et les États-Unis, en fait, l'utilisation de ce nantissement. C'est ça que je veux dire. Complètement, ouais, complètement. C'est une possibilité. Ce nantissement, il est garanti par contrat. Donc, c'est-à-dire que c'est une ligne de crédit garantie par contrat. En termes de taux, à l'heure actuelle, on est à 5%, ce qui est très compétitif par rapport au prix du marché. Si les taux étaient amenés à baisser, on a bien sûr des options pour avoir les taux du marché. On n'est pas bloqué à 5%, mais au moins on a un stop loss à 5%. Et aujourd'hui, D'accord. c'est vrai que, par exemple, on pourrait très bien utiliser cette épargne-là, faire une ligne de crédit et aller investir Une sur partie. Pour diversifier sur les deux, ben, pour ceux qui veulent, je pense que ça peut être intéressant. Alors, question subsidiaire, mais là, c'est cerise sur le gâteau. Je ne sais même pas si dans ce cadre-là, comme ce sont des revenus fonciers, on pourrait déduire les intérêts de l'emprunt. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Peut-être qu'on pourrait même en faire une opération fiscalement avantageuse pour les investisseurs en déduisant les intérêts emprunts des revenus fonciers futurs. Je sais pas. Sur l'immobilier, je sais que c'est possible. Par contre, sur la SCPI, ça, Ouais, C'est l'immobilier. je me permets d'intervenir sur la SCPI, ce sera difficile si elle est considérée comme un PIFIC. D'accord. Donc voilà, à voir quel type de SCPI, mais ça me paraît compliqué. D'accord. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller rapidement sur les actifs de croissance. J'ai déjà parlé de la structure de l'immobilier. Pour nous, on n'est pas agent immobilier. Ce qui est très important, c'est d'optimiser le financement de votre bien. Pourquoi? Parce que on vient d'en parler. Bah, non seulement vous faites grandir votre argent plusieurs fois, mais en plus de ça, il faut savoir que sur de l'investissement immobilier pur, aux États-Unis ou en France, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc, je viens réduire mon assiette imposable. C'est extrêmement important lorsque je fais un investissement immobilier. Bien sûr, c'est de regarder les rendements, bien se poser sur ces rendements-là, mais également optimiser mon financement, optimiser la structure de mon bien, parce que ça aura une différence énorme sur mes rendements patrimoniaux. Deuxième actif de croissance, l'épargne retraite aux États-Unis. Je vais être très bref là-dessus, mais une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que je contribue à mon 401k? S'il y a un match, la réponse c'est oui. Je n'ai pas besoin de revoir votre plan. Pourquoi? Parce qu'un match, c'est de l'argent, entre guillemets, c'est pas gratuit, parce que vous travaillez pour, mais si on ne le prend pas, c'est de l'argent laissé sur la table. J'ai mon employeur qui me propose, je gagne 100 000 $, mon employeur me propose un match de 4%. Si je contribue 4% de mon salaire, mon employeur me donnera un extra 4 000 $ sur ce compte de retraite qui ne me donnera pas si jamais je ne contribue pas au sein de mon plan 401k. Donc, à partir du moment où j'ai un match, extrêmement important de bien contribuer à son 401k, que je sois aux États-Unis pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou sur le long terme, je contribue à mon 401k. Oui, on me dit toujours, oui, mais il y a une pénalité si je retire les fonds. Réponse, c'est oui. La pénalité, j'en fais pas en parler, c'est 10%. Mais encore une fois, vous avez investi 4 000, votre employeur a rajouté 4 000, vous avez 8 000, vous avez fait 100% de rendement, même avec une pénalité de 10%. Nous, on n'a pas de produit aujourd'hui qui rapporte du 90%. Donc, le 401k, est-ce que c'est important d'y contribuer? La réponse, c'est oui. Si je pars de mon employeur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, est-ce que j'ai 4 options générales. Un, je le garde chez mon ancien employeur. Ça, c'est pas optimal à cause des frais de gestion. Avant, lorsque vous étiez employé par cet employeur précédent, c'est lui qui payait les frais de gestion. Maintenant que vous n'êtes plus employé, il ne va pas les payer pour vous. Donc, il vous les refacture. Et on a des frais de gestion qui sont hauts. On parle de généralement autour de 3% de frais de gestion, ce qui est énorme pour ce type de produit. Donc, le laisser chez son ancien employeur, non. Sortir l'argent du 401k, si je n'ai pas au moins 59 ans et demi, j'ai une pénalité. Et en plus, sortir tout l'argent d'un coup, fiscalement, ce n'est pas extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que je fais augmenter ma base taxable et donc je me retrouve dans les tranches d'imposition bien supérieures à celles auxquelles je devrais être. Donc, généralement, pas une option optimale non plus. Je peux, troisième option, le transférer chez mon nouvel employeur. Est-ce que ça, c'est une bonne opération? La réponse, c'est que c'est mieux que les deux premières. Pourquoi? Parce que ici, je vais pouvoir continuer ma stratégie précédente. Je n'ai pas de frais sur le transfert, pas d'imposition, pas de pénalité. Et donc, du coup, je peux continuer la stratégie que j'avais mise en place. La
Quatrième option qui est la meilleure, c'est de le transférer vers un IRA. IRA, ça veut dire Individual Retirement Account. C'est le 401k pour le particulier. Ça a été mis en place pour ça. À chaque fois que je change d'employeur, je prends mon ancien 401k, je le mets dans mon compte personnel de retraite. Et au sein de ce compte personnel de retraite, je vais avoir beaucoup plus d'options. Je peux retrouver le fonds que j'avais précédemment avec des frais de gestion plus intéressants si je souhaite continuer cette stratégie parce qu'elle me convient, mais je peux aussi faire de l'immobilier, partir des REITs. Real Estate Investment Trust, c'est un peu l'équivalent de la SCPI dont a parlé Jean-Christophe. Je peux faire des actions, je peux faire des obligations et je peux utiliser des produits qu'on appelle des annuités qui vont permettre d'investir sur le marché financier avec une ceinture de sécurité. Parce que j'aurai donc, il n'y a pas de croissance garantie dans une capitale annuité. Par contre, dans l'exemple qu'on voit ici, si j'investis mon argent sur 6 ans, capé sur le S&P, eh bien, j'ai un niveau de protection de 10%. C'est-à-dire que si le marché chute de 9%, je n'ai aucune perte. Si je chute de 11%, j'ai une perte de 1%. Donc, je peux continuer ma stratégie précédente tout en ayant ce niveau de sécurité. Alors, bon, malheureusement, on arrive au fin. Je vais laisser du temps pour les questions. Je me permets juste, excuse-moi Adrien, une petite intervention sur le 401k, produit de retraite américain, ou même Social Security d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on a eu souvent, tous les deux. Lorsque, OK, vous avez cotisé à votre 401k, à votre IRA, vous avez encore tout ça, vous quittez les États-Unis, vous n'étiez pas green card ou américain, vous devenez résident fiscal français. Que se passe-t-il? Comment est-ce que vous allez être traité? Eh bien, c'est simple, en tant que non-résident américain, puisque vous n'habitez plus aux États-Unis, vous allez avoir une retenue à la source de 30%, donc vous allez payer 30% d'impôts. Côté américain et côté français, vous n'en payez pas. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va être intégré, ces revenus de retraite vont être intégrés dans votre base taxable française, les impôts vont être calculés et la France va vous donner un crédit d'impôt équivalent aux impôts qu'elle a elle-même calculés pour annuler en fait l'imposition, puisqu'elle n'a pas le droit d'imposer. L'effet va être simplement d'augmenter l'imposition sur l'ensemble de vos autres revenus. Maintenant, si vous êtes américain ou green card, ce qui va se passer, eh bien, aux États-Unis, vous allez être imposé à votre taux marginal, enfin à votre taux du moment. Et côté français, on garde la même logique que celle que je viens d'expliquer. Merci Jean-Philippe. Alors, pour terminer la présentation, comme je disais, USA France Financial, un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis, on s'est spécialisé dans l'accompagnement des Français franco-américains. On existe depuis plus de 14 ans maintenant. On accompagne plus de 1100 familles. Ça, c'est les 4 partenaires au sein du cabinet. On est une équipe de 20 personnes ici aux États-Unis. L'objectif, c'est de mettre en place avec vous une stratégie patrimoniale qui est optimale, mais surtout qui est complètement personnalisée en fonction de votre situation, de vos objectifs et des revenus. Dans le cadre de ce webinaire, ce qu'on propose toujours aux personnes qui ont fait l'effort d'être ici, d'avoir suivi jusqu'au bout de notre présentation, c'est d'offrir un bilan patrimonial pour que tout simplement vous puissiez voir ce qui a été présenté aujourd'hui, mais avec vos propres chiffres, ce fameux diagramme de ma stratégie patrimoniale, comment organiser mon patrimoine au sein de chacun de ces actifs. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez mon lien calendrier que vous voyez à l'écran. Et puis, ce sera un plaisir de rentrer dans les détails de votre situation personnelle, de voir comment ce qu'on a présenté aujourd'hui peut s'appliquer. Puis également pour la partie retraite et la partie investissement sur les marchés financiers qu'on a traité extrêmement brièvement aujourd'hui, de rentrer un peu plus dans les détails de cette partie-là. Parfait, merci à tous. Et je vais rendre la parole Merci à tous. Merci a... à tous. Voilà, vous avez mon QR code aussi. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, s'il est pour des sujets fiscaux, évidemment. Un point que nous n'avons pas eu le temps de traiter, c'est la transmission patrimoniale, parce que tous ces outils permettent aussi d'avoir une transmission patrimoniale optimale. Et la transmission patrimoniale doit s'envisager à l'avance. Ce n'est pas la veille de son décès qu'on va pouvoir créer quelque chose, donc ça s'envisage très tôt. Voilà. Bah, Parfait. j'en profite aussi pour rebondir là-dessus et pour ceux qui suivront une prochaine conférence, je crois, le 15 mai, on aura des solutions en France, notamment sur ce point-là, pour les US personnes.
Pour la partie française, hein, toujours en matière de succession et d'optimisation de transmission de son patrimoine. Donc, Voilà. merci à tous aussi, et puis à votre disposition pour approfondir en plus des webconférences pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Le 15 mai, on fait une conférence dédiée aux gens qui prévoient un retour en France dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc là, j'ai testé, donc n'hésitez pas à venir sur cette conférence dans 5 jours. Euh, j'ai testé, on peut prendre rendez-vous avec Adrien et avec Jean-Philippe Sora directement en scannant donc les QR codes qui étaient affichés à l'écran juste avant. Euh, pour tous les gens qui regardent en replay, qui n'ont pas accès au replay, je vais juste refaire une démo très très rapide. Donc, quand vous arrivez sur frenchmorning.com, euh, voilà, donc là vous êtes sur French Morning, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur webinaire et vous retrouvez tous les webinaires de French Morning, ils sont tous là. Donc voilà, vous pouvez accéder au replay facilement là. Euh, on a pas mal de questions qui ont été répondues par écrit. Donc merci d'avoir pris le temps d'y répondre par écrit. Euh, dans les questions à l'oral, est-ce qu'on peut encore prendre peut-être 5 minutes pour répondre aux questions? Euh, on a un auditeur anonyme qui nous dit, avec la cash value life insurance, on emprunte à 7% et les capitaux rapportent 3 à 5%. Alors, non, on n'emprunte jamais à 7%, on emprunte à 5. Le taux maximum d'emprunt, c'est 5. Ou le marché, si le marché est meilleur. Donc, si je prends par exemple les années précédentes, mon cas personnel, en 2021, bah, les taux étaient bien meilleurs que ça, qu'on peut emprunter à des taux bien inférieurs à 5%. Si par contre, comme aujourd'hui, les taux sont beaucoup plus hauts, 6, 7, 8% pour les personnes qui ne seraient pas en nationalité ou carte verte, et bien là, à ce moment-là, on a un stop loss à 5%. En termes de rendement, oui, effectivement, le rendement interne est de 3 à 5%. Non, mais l'objectif, lorsqu'on fait ça, c'est de se positionner sur un investissement immobilier ou financier qui rapporte du 6, 7, 8%. Hein. C'est d'être au-dessus du crédit que l'on fait. Hein. Mais merci pour cette question. Euh, donc sur LinkedIn, on a Guillaume qui nous posait des questions euh, alors qui sont un petit peu différentes. Il voulait savoir s'il était possible d'aborder le sujet des Français résidant en France et voulant acheter aux États-Unis pour faire du locatif saisonnier et ainsi avoir une résidence secondaire aux États-Unis. Euh, alors, il avait une question sur le fait de visa. Alors, je sais qu'on n'a pas d'avocat d'émigration aujourd'hui, mais est-ce que vous savez si quand on achète une résidence secondaire aux États-Unis, on a le droit de venir aux États-Unis ou est-ce qu'on a le droit à un visa particulier? Honnêtement, là, ce sont les sujets d'immigration, c'est très épineux. Ça dépend de chaque situation. Il y a autant de visas que de lettres de l'alphabet, voire plus. Donc là, il faudrait non, qu'un avocat puisse répondre. Après, venir en touriste, oui, c'est possible. Il faut respecter les conditions, évidemment. Mais ouais, il vaudrait mieux que ce soit un avocat. Parfait. C'est possible Mais de... je crois, Romain, si je ne me trompe pas, hein, en matière immobilière, nous allons faire un webinaire dans pas très longtemps, c'est ça, sur l'immobilier, l'investissement Ouais. immobilier aux États-Unis. Ouais, ouais, et puis on a régulièrement aussi des webinaires sur l'immigration, donc Hmm. n'hésitez pas à venir vous connecter sur ces webinaires-là pour avoir la réponse d'un avocat d'immigration qui est souvent la meilleure réponse. Voilà. Euh, euh, je crois qu'on a répondu à toutes les questions parce que vu que vous avez pris le temps d'écrire individuellement à chacun, donc pour les gens qui ont posé des questions par écrit, la réponse a été écrite, donc n'hésitez pas à aller dans Q&A et à regarder la réponse à votre question. Et puis, on va clôturer là pour aujourd'hui. Merci à tous les trois. Euh, Merci. Si. et, euh, donc,
On se voit très bientôt pour parler de la préparation du retour en France. Avec Merci grand plaisir. encore. Bon Parfait. après-midi. Merci. Merci à tous. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.